Comme prévu dans son plan de vol, vers 1h40 du matin, le vol AF447 sort de la zone radar brésilienne. Il n'est alors plus visible sur les écrans des centres de contrôle. Alors au-dessus de l'océan, l'Atlantique Sud, mais les autres océans, on est très vite hors des zones radar. Mais l'avion n'est pas laissé à lui-même. Grâce à la haute fréquence, les pilotes peuvent rester en contact avec des opérateurs au sol tout au long du vol. Ils étaient en contact donc au départ avec Brésil, avec l'aéroport de départ, la tour de contrôle, ensuite avec l'approche, ensuite le contrôle en route. Et ils ont donné un dernier message à Natal dans lequel tout se déroulait parfaitement normalement, il n'y avait pas d'alerte et pas d'alarme. À 1h35 du matin, peu de temps avant la sortie de la zone radar, les pilotes échangent une dernière fois par radio avec les contrôleurs qui leur demandent de maintenir une altitude de 35 000 pieds. Le prochain point de contact radio est prévu à 2h20 avec Dakar, au Sénégal. Ce contact n'aura jamais lieu. « 1er juin 2009, 2h du matin. Après 3h30 de vol sans encombre, le commandant de bord quitte le poste de pilotage. Le commandant de bord a fait ce qu'on fait la plupart du temps, c'est-à-dire se reposer au milieu du vol. En général, au décollage, on n'est pas trop fatigué. On est tenu en alerte par la manœuvre. Et il vaut mieux que le commandant de bord ne prenne pas son repos en dernier, parce que c'est mieux qu'il soit dans le cockpit et qu'il puisse faire attention à la météo ou aux informations de l'aéroport d'arrivée pendant l'approche. Il n'y avait pas de problème à laisser les deux copilotes qualifiés dans le poste de pilotage. À ce moment-là, l'avion pénètre dans la zone de convergence intertropicale. Sur son chemin se dressent des orages particulièrement violents. Au départ, ça aurait dû être un vol normal à travers la zone de convergence intertropicale, comme ils en avaient l'habitude. Il n'y avait que de petites tempêtes isolées. Mais ils ont rencontré une zone avec plusieurs orages regroupés, s'alimentant les uns les autres pour atteindre 20 km d'altitude. Et c'est là que les problèmes ont commencé. À 2h06, Pierre-Cédric Bonin, le copilote assis en place droite, commence à comprendre la situation, comme en témoigne cet échange avec l'une des hôtesses. Dans 2 minutes, là, on devrait attaquer une zone où ça devrait bouger un peu plus que maintenant. Il faudrait vous méfier, là. D'accord. On s'assoit alors ? Bah, je pense que ce serait pas mal. Tu préviens les copains ? Le copilote assis en place droite évoque à plusieurs reprises la possibilité de monter. Et à un moment, le copilote assis en place gauche propose une légère déviation latérale que le copilote en place droite accepte rapidement. Au cours de cette altération, toujours en croisière à 35 000 pieds, le pilote automatique va se déconnecter. À 2h10 et 4 secondes, en plein vol de croisière, alors que tout semble sous contrôle, l'impensable se produit. Le pilote automatique se déconnecte. À cet instant, la trajectoire du vol AF447 bascule dans l'inconnu. Le pilotage à très haute altitude, sans pilote automatique, c'est quelque chose qu'on peut appeler de pointu. Dans un cas, on va trop vite pour l'avion, dans l'autre cas, on va trop lentement, on peut décrocher. 2 secondes plus tard, Pierre-Cédric Bonin déclare « J'ai les commandes. » Ce que les deux copilotes ignorent alors, c'est que le problème vient de l'extérieur de l'appareil. Sous le cockpit, un élément critique de l'avion est tombé en panne. Les sondes pitot. Luc Pasture, chercheur en mécanique des fluides, est un expert de ce dispositif. Une sonde de pitot, ça permet de mesurer la vitesse du vent par rapport à l'avion. Et donc on équipe les avions de sondes pour savoir à quelle vitesse l'avion vole. La sonde est équipée de 2 trous. Le premier, situé sur son nez, permet de mesurer une pression dite totale. Le deuxième,
localisé sur le corps de la sonde, mesure la pression statique. On va comparer cette différence de pression, pression totale, pression statique. Et cette différence de pression, on peut l'associer à une vitesse qui est la vitesse de l'air. Cette indication est essentielle pour les pilotes. Mais le mécanisme des sondes Pitot est fragile. La difficulté avec ces sondes, c'est que ces tout petits trous qui sont percés sur le tube peuvent se boucher. Et s'ils se bouchent, on ne peut plus faire cette différence de pression qui permet de connaître la vitesse. L'une des causes principales de l'encombrement des sondes Pitot est un phénomène bien connu, la glace. Mais rien ne laisse envisager sa formation à ce moment du vol. Ils ne s'attendaient pas à rencontrer du givre à cette altitude. Ils pensaient voler suffisamment haut pour que ce problème ne se pose pas. En temps normal, on s'attend à du givre entre 0 et moins 20 degrés. Si les courants ascendants sont suffisamment puissants, vous pouvez avoir du givre jusqu'à moins 40 degrés. Mais c'est très rare. Et ils étaient entre moins 23 et moins 40 degrés. Sur un avion, évidemment, le risque est grand qu'une sonde puisse tomber en panne. Donc il y a de la redondance. Il y a plusieurs sondes qui permettent de mesurer la vitesse. Et elles sont équipées de systèmes de dégivrage qui permettent de conserver les orifices libres de glace. Pourtant, à 2h10 du matin, un scénario hautement improbable se produit. Au cœur des nuages d'orage, des cristaux de glace bouchent en même temps les 3 sondes Pitot qui équipent l'appareil. Il se trouve que les 3 sondes, malgré les systèmes de dégivrage qui fonctionnent en permanence, les 3 sondes, pendant un moment, ont givré ensemble toutes les 3. La perte de ces informations est critique pour le maintien de la trajectoire de l'avion. Sans elle, le pilote automatique ne peut plus fonctionner. Or, ce risque était connu avant le départ du vol AF447. Beaucoup de monde était au courant qu'il y avait un problème avec une recrudescence d'incidents de Pitot. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai extrait des rapports du BEA, mais également aussi judiciaires, toutes les comptes rendus des pilotes, de manière en fait à avoir un tableau avec un listing en fait de tous les incidents de Pitot qui ont eu lieu depuis 2003. Et il apparaît de manière très claire qu'il y a eu 35 incidents de Pitot Thales AA sur cette période. L'appareil en vol au-dessus de l'Atlantique était censé recevoir prochainement un nouveau modèle de sonde. Mais il est trop tard. Dans moins de 5 minutes, le vol AF447 et ses occupants vont disparaître dans un scénario glaçant, que les boîtes noires permettront de révéler dans les moindres détails.